professeur, merci. Nous continuons cet entretien et nous allons aborder une nouvelle thématique. C'est la mise en œuvre d'un très grand projet qui est intéressant, qui est vital, disons, pour le continent. C'est la mise en place de la zone de libre-échange continentale, la ZLECAf, l'année dernière. Alors, est-ce que vous pensez que ce projet-là, il est mis en œuvre au moment opportun? Est-ce que ce n'est pas précoce? Merci beaucoup. Vous savez, tantôt je vous avais parlé de l'agenda 2063 de l'Union africaine. Ce projet fait partie de cet agenda. Et j'ajouterai d'ailleurs que dans le cadre de cet agenda, il y a des projets au niveau monétaire. Il y a un projet de Banque centrale africaine, et projet auquel adhèrent plus de 40 banques centrales africaines déjà, et dont le secrétariat se trouve ici à Dakar, au niveau de la BCEAO. Vous voyez, il y a un projet de Fonds monétaire africain. Donc, il y a tous ces projets qui font partie de l'agenda 2063, de la mise en œuvre de l'agenda 2063. Et cette zone de libre-échange en fait partie. Alors, peut-être un rappel, en 1991, il y a eu le traité d'Abuja. Et ce traité d'Abuja visait à former un marché commun continental à l'horizon 2025. À l'horizon 2025. Déjà. Mais ça a été saboté encore par ce qu'on appelle les partenaires, comme je mets toujours entre guillemets, voilà, techniques et financiers, qui ne voudront jamais voir l'Afrique s'unir. Voilà, jamais. Alors, maintenant ce projet, c'est un protocole, c'est une zone de libre-échange qui a été ratifiée par plus de la moitié des pays qui l'ont signé. Il y a plus de 44 pays qui l'avaient signé. Peut-être il y en a d'autres. Je crois que même il y a pratiquement une cinquantaine de pays qui l'ont signé. Mais au moins il y a une trentaine qui l'ont ratifié. Or, 24 pays, la ratification de 24 pays pouvait faire entrer la mise en œuvre de cette zone de libre-échange. Et ça a commencé en janvier dernier, janvier 2021. La Covid avait repoussé le démarrage effectif. Alors, maintenant, la question qu'on se pose, c'est comment l'Afrique va s'y prendre pour mettre en œuvre cela. Parce qu'il y a deux voies possibles. Il y a deux voies possibles. La première, c'est de faire de cette zone un réceptacle d'entreprises étrangères qui viendront mettre davantage la main sur les ressources de l'Afrique, faisant croire que c'est produit en Afrique, et les exporter vers d'autres zones ou vers une partie de l'Afrique. Voilà. Justement, il y a ce risque-là, parce que voilà. Le tissu industriel de nos pays n'est pas encore développé. C'est ça. Quand on ouvre les frontières comme ça, exactement. C'est ça. On importe exactement. Et on exporte, on voilà. réexporte dans les autres pays. Voilà. Pas seulement le tissu industriel, mais les infrastructures. Oui. Parce que pour commercer, il faut de bonnes infrastructures. Il faut des routes, des autoroutes, des aéroports de qualité, des chemins de fer de qualité. On a besoin de tout ça. Oui. Or, en Afrique, sur ce plan-là, nous sommes les derniers de la classe. On a énormément de retard sur ce plan-là. Bien qu'il y ait quelques améliorations par-ci, par-là, même au niveau de la CEDEAO. Je lisais tout à l'heure, avant que vous ne veniez, ce qui se passe à la frontière entre la Guinée et le Sénégal.
les Sénégalais qui transportent les marchandises vers la Guinée et vice-versa, quand ils arrivent à la frontière, ils peuvent rester 2 jours à galérer parce que tout simplement les policiers, les douaniers font ce qu'ils veulent. Or, tant qu'on a cela, ça va être très difficile de voir la fluidité des échanges au niveau du continent africain. Oui. Donc cette voie, beaucoup de gens la craignent, que d'autres pays viennent. Et d'ailleurs, l'enthousiasme avec lequel l'Union européenne salue cette zone de libre-échange, ou la Banque mondiale, moi ça m'inquiète. Ah oui. Quand je vois la Banque mondiale dire oui, les Africains doivent tout faire pour mettre en œuvre cette zone de libre-échange, moi ça m'inquiète. Parce que la Banque mondiale n'a jamais eu à cœur les intérêts de l'Afrique. D'accord. Alors, donc, il y a cette crainte-là. Maintenant, il y a une autre voie possible. Et ça, ça dépendra de la qualité du leadership africain. Cette autre voie possible, c'est de faire de cette zone un levier pour l'industrialisation du continent. Parce qu'à partir du moment où on abat les frontières entre les pays africains pour faciliter l'acheminement des marchandises de part et d'autre, un continent d'1,2 milliard de personnes, même 1 milliard, même 500 millions, c'est bon. Vous voyez. Si les dirigeants veulent réellement développer le continent, l'industrialiser à partir des immenses ressources naturelles dont dispose le continent, cette zone pourrait être un instrument d'industrialisation. Mais à condition qu'il y ait 2 conditions. D'abord, que ce soit une zone qui stimule les investissements entre Africains. Vous voyez, et que ces investissements puissent développer les capacités de production des entreprises africaines. Les capacités de production des entreprises africaines dans cette zone. Si cela est fait, à ce moment, cette zone aura servi à propulser le développement de l'Afrique. Mais si c'est la première voie que nous avons envisagée, qui l'emporte, on aura perdu du temps et l'Afrique aura encore renforcé sa domination étrangère. Et je pense, j'espère que ce ne sera pas cette voie qui va l'emporter. Donc vous disiez tantôt que l'empressement avec lequel les autres saluent ce projet vous inquiète. Est-ce que ça veut dire que pour eux, vous soupçonnez que ce soit un boulevard pour eux pour déverser leurs produits sur le continent? Non seulement un boulevard pour eux pour déverser leurs produits sur le continent, parce que n'oubliez pas, dans le cadre des accords de partenariat économique de l'Union européenne, certains pays ont signé. Les fameux accords. Voilà. La Côte d'Ivoire, le Ghana, par exemple. Il n'y a pas un APE régional à cause de la résistance du Nigeria, mais à partir du moment où la Côte d'Ivoire, par exemple, a signé un accord avec l'Union européenne, les produits de l'Union européenne qui viennent en Côte d'Ivoire peuvent circuler vers les autres pays. Vous voyez. Donc, il y a cette crainte-là. J'ai cette crainte, non seulement donc déverser leurs produits, mais également utiliser des prête-noms pour investir, c'est-à-dire des entreprises étrangères vont utiliser des prête-noms, c'est-à-dire disant que c'est des Africains qui sont derrière ces entreprises, alors que c'est des étrangers, pour produire à l'intérieur moins cher et déverser sur le reste du continent, alors que ce seront des produits fabriqués par des investisseurs étrangers et non des investisseurs africains. Voilà. Donc il y a cette crainte-là, doublement.
Et c'est pourquoi je dis il faut un leadership africain, vraiment, de la trempe de Thomas Sankara et d'autres, de Kwame Nkrumah, qui soit à la tête de nos pays pour éviter ce danger-là. Ouais. Alors, professeur, nous continuons de parler de la ZLECAf. Et en fait, ce projet, on se demande, est-ce que ce n'est pas anachronique de vouloir mettre une zone de libre-échange continental qui permet peut-être la réduction, voire la suppression de certaines taxes douanières, et en même temps être dans la course à la création des ports dans nos pays? Ça veut dire qu'on se fait quelque part une concurrence. Pourquoi chaque pays peut-être ne se spécialiserait pas dans tel ou tel domaine? Vous savez que voilà, les ports secs, les ports en eau profonde, et justement ce qui donne de gros contrats, de gros marchés à des multinationales comme les Bolloré et autres. Exactement. Oui. Non, vous avez parfaitement raison. Vous savez, souvent, il y a une contradiction entre ce qu'on signe au niveau sous-régional même, je ne parle même pas continental, au niveau sous-régional, et ce qu'on fait au niveau national. Vous savez, si on prend juste le cas de la CEDEAO, la plupart des protocoles qu'on signe, des accords qu'on signe, qui ont un impact régional, mais les dirigeants ne les respectent pas. Ils préfèrent se recroqueviller sur leur petit drapeau. Je me rappelle, paraît-il, quand Nkrumah demandait aux pays africains de se regrouper, les Senghor au feu Bagné disaient: ah non, nous avons besoin de notre drapeau et de nos limousines pour montrer que nous existons. Oui, et voilà où est-ce que cela nous a conduit. Donc il y a souvent une contradiction entre ce qu'on signe au niveau sous-régional et ce qu'on fait au niveau national. Parce que voyez-vous, notre seule chance, on le répète, comme on dit, la répétition est pédagogique. La chance de l'Afrique, c'est de se regrouper. Vous savez, la CEDEAO, je prends le cas de la CEDEAO. Nous sommes plus de 300 millions d'habitants. 300 millions d'habitants, ça fait un marché énorme. Ça nous donne la possibilité de nous industrialiser. Parce que nous avons les ressources naturelles, les ressources humaines. Il suffit d'avoir les dirigeants qu'il faut, surtout cette monnaie unique qui restitue la souveraineté à nos pays et qui va donc cimenter davantage cette intégration au niveau de la CEDEAO. Ça peut nous propulser très loin. Et c'est valable pour d'autres régions du continent. Et vous savez, tout progrès fait au niveau de la CEDEAO va avoir un impact considérable au niveau continental. Parce que c'est la plus grande région du continent, du point de vue humain, etc. Vous voyez? Alors, maintenant, comme vous l'avez dit, il y a cette zone de libre-échange qui est censée intégrer les différentes régions et qui est censée accélérer l'intégration au niveau de ces différentes régions pour qu'elles servent l'intégration continentale. Mais, de l'autre côté, vous avez les dirigeants, chacun dit, bon, moi je suis dans mon pays, si j'ai une opportunité, parce que je dois être émergent, on revient à l'émergence, je veux être émergent, donc je dois développer ça, et ensuite, je ne sais pas combien de temps je vais rester au pouvoir, vous voyez, les projets régionaux, continentaux, c'est trop loin, mais là, je vais essayer de faire quelque chose ici. Il y a un autre mandat. Voilà, exactement. Voilà.
Ou alors il y a les jeunes qui ont besoin de boulot, etc. Il faut que je fasse quelque chose pour leur donner le boulot dans mon pays. Et donc, même si ça fait une entorse au niveau de ce que j'ai signé au niveau régional ou continental, bon, c'est comme ça qu'ils raisonnent. Oui, ils ne dépassent pas, leur horizon est très limité. Voilà. Professeur, l'autre thématique que nous avons abordée, c'est la percée de la Chine en Afrique. Vous savez que de plus en plus, la Chine est sur le continent, dans presque tous les domaines, ce qui n'est pas de nature à contenter les Occidentaux. Et bon, la Chine, c'est quand même un partenaire vraiment important pour l'Afrique. Mais est-ce que les Africains arrivent à attirer leur épingle du jeu dans cette coopération avec la Chine? Excellente question. Excellente question. Vous savez, la Chine a une approche différente de celle des pays occidentaux. La Chine a toujours respecté la souveraineté des Africains, depuis toujours. Moi, je suis ce pays depuis très longtemps. C'est un pays qui respecte la souveraineté de ses partenaires. Ça, c'est pourquoi, d'ailleurs, les pays africains, malgré toute la propagande des pays occidentaux, continuent à renforcer les relations avec la Chine. Ce n'est pas un pays qui vient vous dire vos élections là, c'est pas propre. C'est pas propre. C'est pas nos standards, il faut utiliser nos standards. C'est pas un pays qui fait ça. Oui. C'est un pays qui vous respecte, qui dit bon, votre peuple vous a choisi, quelles que soient les conditions, c'est pas à nous de dire vous n'êtes pas représentatif. Alors que vous avez vu ce que Macron a dit quand la CEDEAO a reconnu le président par intérim du Mali, Goïta. Qu'est-ce que Macron a dit publiquement? La CEDEAO est dans l'erreur. Elle ne devait pas reconnaître. Vous vous rendez compte? L'arrogance. Moi, quand j'ai entendu ça, j'ai dit, mais il se prend pour qui? Il veut donner des leçons à la CEDEAO par rapport à l'Afrique. Voilà donc la grande différence entre la Chine et les pays occidentaux. Ne parlons même pas des États-Unis qui pensent qu'ils doivent donner la leçon au monde entier. Vous voyez, la Chine, donc, dit aux pays africains, voilà ce que moi je veux faire avec vous. Tous les 3 ans, je mets une enveloppe à votre disposition. Vous savez, tous les 3 ans, il y a un sommet Chine-Afrique. Je mets une enveloppe à votre disposition. Maintenant, chaque pays ou chaque région voit comment cette enveloppe peut servir ses intérêts. Docteur Dembélé, nous arrivons donc au terme de cet entretien et Africa Globe vous remercie. Et si vous avez un dernier mot, c'est le moment. Justement parce que je dois dire que nous avons fait le tour de beaucoup de questions, la pandémie du Covid-19, le projet de monnaie unique de la CEDEAO ECO, on a parlé de la ZLECA, de l'émergence entre autres, et merci d'avoir partagé sur toutes ces problématiques-là avec nos internautes. Merci, c'est moi qui vous remercie de m'avoir donné l'occasion surtout de revenir sur ces thèmes importants que vous avez soulevés. C'est vous-même qui avez choisi ces thèmes. Il se trouve que ce sont les thèmes qui agitent aujourd'hui la réflexion au niveau du continent africain, qui préoccupent tout le monde. L'après-Covid, les grands projets de l'Afrique pour qu'elle soit un continent majeur qui puisse défendre ses intérêts, qui puisse recouvrer la souveraineté sur ses ressources, sur ses politiques et forger ses propres instruments pour se développer. Et surtout avoir des relations sur un pied d'égalité avec les autres pays du monde. Donc, tenir son rôle dans le concert des nations. Je crois que c'est le souhait de tous les enfants d'Afrique. Et nous sommes à la croisée des chemins. Cette pandémie nous a enseigné des leçons majeures et j'espère
nous espérons que ceux qui dirigent ce continent et qui prennent les décisions vont écouter leur peuple, leurs aspirations, et vont prendre des décisions pour protéger, défendre les intérêts de leur peuple, vont écouter leurs citoyens et leurs citoyennes qui ont des idées et qui veulent tout simplement servir leur continent. Tous les sujets que nous avons passés en revue sont des sujets qui sont débattus partout, dans les instituts de recherche, au niveau des mouvements sociaux, au niveau des partis politiques, au niveau des cercles les plus divers. Il faut que les dirigeants africains écoutent leur peuple et ne soient plus à l'écoute de la Banque mondiale, du FMI, de l'OMC ou autres, ou de leurs prétendus partenaires au développement. S'ils écoutent leur peuple, s'ils mettent en œuvre les politiques appropriées, l'Afrique va changer. D'ici les 25, 30, 50 prochaines années, c'est le continent de l'avenir de toute façon. Mais nous avons besoin de dirigeants de qualité. Et nous espérons que les années à venir nous permettront d'avoir ces dirigeants de qualité qui défendront les intérêts de l'Afrique. Et surtout, son unité, qu'elle puisse parler d'une seule voix vis-à-vis des autres. Si elle le fait, tout est possible, tout devient possible. Voilà. Demba Moussa Dembélé, merci encore. C'est moi qui vous remercie.